bien, ça se lit bien. On peut le lire dans le train, c'est pratique. Exactement. Hein ? Exactement. Philippe Lombard vient de publier donc Ciné Popcorn, 75-95, les 20 glorieuses de Hollywood. C'est un livre où l'on découvre de très nombreuses histoires qui ont jalonné. Alors, la fabrication de films célèbres de l'époque. À propos de fabrication, vous vous souvenez peut-être du requin de Dents de la Mer. D'accord. Traumatisé. Il est un peu spécial, le requin. Au début, ça se passe comment dans la tête de ceux qui ont créé le requin? Ils veulent Déjà, un vrai. avant de créer un faux requin, les producteurs se sont dit, tiens, mais peut-être qu'on peut dresser un grand requin blanc. Ah. Voilà, c'est l'idée est venue comme ça. Puis après, ils ont réalisé qu'un grand requin blanc, c'est pas un caniche, donc on va plutôt fabriquer un requin... un faux mécanique et électrique qui va obéir au doigt et à l'œil de Steven Spielberg. Ça, c'est ce qui est prévu. Et le jour où, de la mise à l'eau, les techniciens disent « vous allez voir ce que vous allez voir ». Donc tout le monde est là, les producteurs, Spielberg, tout ça, et ils mettent le requin et ils basculent et il tombe à pic. Et il faut 3 plongeurs pour ramasser le requin. Donc, et tout a été comme ça pendant le film, c'est-à-dire que tout était compliqué. Non, pas pendant tout le film, quand même. Pendant tout le film, ils n'ont pas réussi. En fait, Spielberg disait on ne pouvait même pas avoir un plan de la queue qui va de droite à gauche. Même ça, c'était pas possible. Ah ouais. C'était toujours un problème. Mais ce qui explique pourquoi, finalement, on le voit assez peu dans le film. Oui. C'est pour ça qu'il est si terrifiant aussi. Parce sinon, on aurait dû le voir plus. Non, mais nous, quand on le parodie, on voit toujours la queue qui bouge. Oui. Avec la musique. C'est tout. C'est tout, ouais. Non, mais en fait, on a eu peur, nous, comme tout le monde, d'un requin, mais en fait, c'était juste une enclume. Ça coulait. C'est ça. Il y en a eu plein des Dents de la Mer. Ça s'est résolu après, les problèmes ou... Oui, après, ça s'est un petit peu amélioré. Les films ne se sont pas améliorés. On ne peut pas dire que c'était une grande qualité après, mais en tout cas, oui, après, ils avaient plus le temps. Alors, je pense à un autre animal, le gorille de King Kong. Qui grimpe le long de l'immeuble. C'est en quelle année, dans la version des années 70. Voilà, dans cette version-là, le producteur, Dino De Laurentiis, voulait pas faire comme à l'époque, en 1933, il y avait du stop motion. Ça, c'était le premier. Image par image, voilà. Donc il s'est dit, on va faire un robot d'une dizaine de mètres de haut. Voilà, et il annonçait, et à la presse, il a dit, le jour où on l'a branché, c'était magnifique, il faisait des mouvements, etc. Bon, en réalité, non. C'est-à-dire que, voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un manque de temps, un manque de moyens, un manque peut-être de compétences. Il y avait une équipe italienne, une équipe américaine qui ne se comprenaient pas bien au niveau de la langue. Et quand ils ont finalement présenté le monstre à la presse, ils se sont retrouvés avec les circuits hydrauliques avaient fui, la tête était dominante comme ça, il bougeait très lentement, donc voilà. Oui, parce qu'il faut qu'ils prennent des ruines dans la main, King Kong, vous vous souvenez. Le King Kong qu'on voit principalement, à part les grosses scènes comme ça, c'est un gars dans un costume. Voilà. Ah ouais. Voilà, exactement. Ah oui, c'est ça. Tout ça pour ça. D'ailleurs, quand on le regarde. Et vous vous souvenez de Christophe Lambert dans le rôle de Tarzan. Ouais. D'abord, il avait fait de la muscu, mais c'était pas facile quand même pour lui non plus. Non, c'est-à-dire qu'en Afrique, pendant le tournage, le réalisateur Hugh Hudson, qui est mort récemment, lui parlait pas en fait. En dehors des indications de scène, il lui parlait pas en dehors du plateau. Donc il était un peu déprimé quand même, Christophe Lambert. Et puis finalement, quand ils ont continué à tourner en Angleterre dans les studios, là il a commencé à lui parler parce qu'il dit écoute, en Afrique, les animaux parlent pas, donc tu pouvais pas me répondre. Mais là, comme ton personnage a rencontré l'explorateur et maintenant tu peux parler, maintenant je t'adresse la parole. Et oui, parce qu'après, il vivait en Angleterre. Ah oui, ça complètement. Quand il a été ramené dans le film, effectivement, en Angleterre, il était habillé normalement. Donc c'était un il pouvait parler, oui, d'accord. Alors, autre chose aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Star Trek, avec le capitaine Kirk, vous savez, celui qui avait des... Là aussi, c'est quoi cette étrange aventure le capitaine Kirk. C'est Spock qui a les oreilles. C'est Spock qui a les oreilles comme ça. Ah non, c'est Spock, oui. Oui. Alors, c'est lui le capitaine Kirk. C'est le capitaine Kirk. Oui, en fait, vous voyez ce visage du capitaine Kirk, qui était William Shatner, c'était un peu le jeune premier quand même. Et en fait, quand l'équipe de tournage du premier film Halloween de John Carpenter préparait le masque en fait du tueur, c'était prévu que c'était une sorte de silhouette dans le scénario avec un masque en caoutchouc très neutre. Voilà. Et en fait, le responsable est allé dans un magasin de jouets, simplement. Il est revenu avec 3 masques, des masques en plastique qu'on met pour faire la fête. Ouais. Donc il y avait Richard Nixon, Spock et le capitaine Kirk. Et finalement, ils ont pris le capitaine Kirk, là. Voilà, ils ont ouvert un peu les orbites, ils ont enlevé les sourcils, ils ont changé les cheveux, ils l'ont blanchi. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit...
s'y attendaient pas, même c'était assez effrayant, rien que le masque en lui-même. Donc ils se sont dit là, c'est bien là. Donc, mais il faudra toujours repenser que quand vous avez eu peur, c'était Capitaine Kirk. Et l'histoire de Cassel, pas Vincent, mais son père, Jean-Pierre, qui est devenu un figurant, mais c'était pas prévu. C'est ça, oui. C'est dans Superman 2 de Richard Lester. Il y a une scène où le méchant Zod de la planète Krypton arrive à la Maison-Blanche. Il veut soumettre le président des États-Unis. Et autour, dans le bureau ovale, il y a plein de gens autour du président. Et il y a effectivement Jean-Pierre Cassel qui est là en uniforme, qui dit rien, qui réagit quand même. Ah bah il fait le gars étonné là. Il fait le gars, voilà. Pas facile. À la base, c'est que Jean-Pierre Cassel était venu sur le plateau pour saluer Richard Lester, qu'il connaissait parce qu'il l'avait dirigé dans Les Trois Mousquetaires. Ouais, Les Trois Mousquetaires. Il jouait Louis XIII. Ils étaient amis. Il a dit, en rigolant, il lui a dit, tu m'as pas donné de rôle sur ce coup-là. Et ni une ni deux, il l'a envoyé au costume, il a fait revenir en uniforme. Bouge pas, va t'habiller. Alors l'autre, il fait ça, il fait oh. Voilà. Et il raconte que beaucoup de gens lui en parlaient en fait. Parce évidemment, Superman, c'est la grosse production. Mais oui, vous étiez dans Superman. Ouais. Et là, Jean-Pierre était content, il fait oui, je tourne au chemin. C'est ça. La fièvre du samedi soir, on termine avec ça, juste avec John Travolta. Vous savez, c'est une histoire vraie en plus, le gars qui danse tout le temps dans les. Alors, c'est ce qui est officiellement, oui. C'est-à-dire que c'était d'après un article du New York Magazine. Souvent, à l'époque, on adaptait on partait d'un article de magazine. C'est arrivé sur un après-midi de chien ou même Top Gun. Et puis là, donc, c'était l'idée qu'un journaliste anglais était à Brooklyn et il a vu il est tombé sur, soi-disant, ce type-là, Vincent, qui serait incarné par Travolta, qui était obsédé par le disco, qui était ouvrier, mais qui pensait qu'à ça le soir. Donc, il a raconté cette histoire. Et puis, 20 ans plus tard, il a dit non. Non, en fait, non, j'ai tout inventé. Il connaissait rien, il était anglais, il arrive à Brooklyn, et il voit devant la boîte 2001 qu'on voit dans le film, un gars effectivement habillé disco, très avec le pantalon, de ce qu'il représentait. Et la petite comète avec le col Pellatard. Et tout ça. Et puis il a fait un peu le tour dans le quartier, voir comment les gens se comportaient, etc. Puis il a inventé en fait l'histoire. Et c'est pas du tout d'après une histoire vraie. Et ainsi de suite. Bon, il y en a plein là-dedans. C'est facile à tenir dans la main, vous allez voir, si vous êtes dans les transports en commun ou ailleurs, ou même chez vous, tranquillement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est publié chez qui? Ça, c'est Hugo Images, voilà. Images. Et c'est signé de Philippe Lombard.